Bon, donc je vais commencer. C'est mon dernier cours pour cette année. Alors, je vais revenir sur les bifurcations homoclines, un sujet dont j'ai déjà parlé lorsqu'on considérait donc une tangence homocline entre les variétés stables et instables d'un point fixe P. Ici. Mais je vais considérer, donc là, ici c'est la tangence, ici c'est le point fixe hyperbolique, mais je vais considérer une situation où le point P fait partie d'un ensemble basique, un fer à cheval en fait, qui est l'ensemble maximum invariant dans cette région. Alors je vais, en mots, ceci, donc on est en dimension 2, un diffeomorphisme d'une surface que je vais supposer classée infinie. Et donc, ce que je viens de montrer sur le dessin, on a un point périodique hyperbolique P, un point Q de tangence quadratique entre les variétés stables et instables de P. Mais donc, on suppose de plus que P fait partie d'un ensemble basique infini. Infini, c'est-à-dire je veux juste éviter le cas que j'ai en quelque sorte déjà traité, qui était le cas d'un point fixe ou une orbite périodique. Donc infini, c'est juste pour éviter ça, de type cell. Donc je ne veux pas que ça soit... ce n'est pas un attracteur ou un répulseur. Alors, donc, comme un ensemble basique, c'est localement maximal, je peux trouver un voisinage V de l'ensemble basique K. Je le fais dépendre de F parce que d'ici un instant, je vais perturber F. Donc, par continuation hyperbolique, j'aurai un ensemble basique qu'a indice G pour tout diffeomorphisme G voisin de F. Donc V, c'est ce voisinage ouvert pour lequel, tel que KF, soit l'ensemble maximal invariant dans V. Alors, donc, c'est le même thème, enfin, je veux dire, c'est le même contexte que celui que j'ai rencontré quand je regardais les bifurcations homoclines pour une orbite périodique. Je vais appeler lambda f l'union de K, donc c'est l'ensemble basique que je connais bien, et de la nouvelle orbite, enfin l'orbite de tangence quadratique, qui bien sûr n'est pas dans K, donc l'orbite de Q qui tend positivement ou négativement vers le point P. Alors c'est bien sûr un ensemble fermé invariant, puisque K était compact, et j'ai juste rajouté une orbite qui s'accumule sur un point de K. Et puis, donc, invariant bien sûr, puisque j'ai pris toute l'orbite, K était invariant. Mais bien sûr, ce n'est pas hyperbolique, puisque j'ai cette tangence entre variété stable et instable en Q, qui n'est pas compatible avec l'hyperbolicité, au moins l'hyperbolicité uniforme, enfin dans le sens où... Alors, je fais maintenant l'hypothèse que lambda f est localement maximal. Alors, je vous rappelle d'abord la définition. C'est qu'il existe un voisinage... alors, U union V, je profite du voisinage V de K que j'avais, et donc je prends un voisinage U qui sera un voisinage de l'orbite de Q, de façon qu'on ait ceci. Donc que ça soit... Alors, oui, c'est le moment où je peux revenir sur un point que j'avais mal traité quand j'avais parlé des bifurcations homoclines pour une orbite périodique. Alors d'abord, dans le contexte où je suis, il y a un résultat que je n'ai pas mentionné plus tôt, mais que j'aurais pu mentionner beaucoup plus tôt. Ensuite, je vais revenir au cas d'une orbite périodique toute seule, mais dans le contexte où je suis, alors je vais le présenter en dimension quelconque. Enfin, on va voir que... Donc je prends un ensemble basique, infini. Alors, je fais une hypothèse de codimension 1, c'est-à-dire je suppose que la dimension du fibré instable reste sur K, est égale à 1. Alors, ça sera bien sûr le cas quand je suis en dimension 2, puisque j'aurai une dimension stable et une dimension instable égale à 1, parce que je n'ai pas d'autre moyen de couper. Mais en dimension plus grande, la somme des dimensions, bien sûr, c'est égal à la dimension ambiante, et je fais l'hypothèse que la dimension instable est égale à 1. Il y aurait un énoncé symétrique avec la dimension stable que je ne vais pas écrire, je vous laisse
deviner. Je suppose aussi, l'autre hypothèse que je fais, c'est que K n'est pas un attracteur. Alors, ceci implique en fait que quand je regarde l'intersection, donc je prends un point de K, je regarde la variété instable locale de X. Donc c'est une variété instable locale qui est de dimension 1. C'est une petite courbe dans la variété M. Donc K est contenu dans M. J'ai bien sûr un difféomorphisme F qui donc agit dans M, pour lequel K est un ensemble basique. Et c'est donc la variété instable locale du point X pour F que je considère. Et donc, sous l'hypothèse que K n'est pas un attracteur, eh bien cette variété instable locale va être automatiquement, va rencontrer K suivant un ensemble de Cantor. Est un ensemble de Cantor. Si c'était un attracteur, en fait, la variété instable locale serait contenue dans K, et j'aurais donc un intervalle. Donc j'ai un ensemble de Cantor, mais contenu dans quelque chose de dimension 1. Voilà, d'accord. Donc, dans un ensemble de Cantor par abstrait, mais plongé dans une variété de dimension 1, j'ai deux sortes de points, en quelque sorte. J'ai des points de l'ensemble de Cantor qui sont accumulés des deux côtés par l'ensemble de Cantor, et puis j'ai des points qui bordent une composante connexe du complémentaire de l'ensemble de Cantor, donc qui ne sont accumulés que d'un seul côté. Et donc, la proposition vous dit la chose suivante. Donc, ça dit quelque chose sur les points qui sont accumulés d'un seul côté. Ces points, dans un ensemble de Cantor contenu dans la droite réelle, ces points sont en nombre dénombrable, parce que les composantes connexes du complémentaire sont des intervalles qui ont deux extrémités, et je regarde effectivement les extrémités des composantes connexes. Il n'y a qu'un nombre dénombrable de composantes connexes dans le complémentaire. Donc c'est un ensemble dénombrable, et donc la proposition dit la chose suivante, c'est qu'il existe des points périodiques en nombre fini, alors que K, bien sûr, contient un nombre infini d'orbites périodiques. Mais ici, un nombre fini d'orbites périodiques, de F dans K, tel que si Y, donc je prends n'importe quel point X, si Y, disons, dans n'importe quelle variété stable locale d'un point X, qui est aussi sur K, donc K, est accumulé là je me restreins sur la variété instable locale, donc sur cette courbe de dimension 1 par K d'un seul côté, alors, en fait, le point Y appartient à la variété stable, enfin à l'union des variétés stables des pays. Pays qui sont donc en nombre fini. L'union de I égale 1 à N. D'accord ? Donc tous les points qui bordent, en quelque sorte, se trouvent sur les variétés stables d'un nombre fini d'orbites périodiques. Voilà. Alors, ce qui explique pourquoi, si je reviens un instant, dans ce dessin-là, donc il faut que... Alors, ici, j'ai simplifié, d'ailleurs, dans un instant, je ferai une petite variation sur ce dessin-là, pas énorme, mais pourquoi j'ai besoin vraiment d'un point fixe
ce qui se passe, c'est que cette tangence ici, elle ne peut pas, à cause de l'hypothèse que je fais. Voilà, l'hypothèse d'être localement maximale. J'ai ici la tangence en Q. Alors, si cette tangence se produisait entre des variétés stables et instables de points qui ne sont pas ces points-là, alors automatiquement, cette variété stable serait, alors par exemple, supposons que c'est cette variété qui ne serait pas de cette forme, ça veut dire que j'aurais automatiquement une accumulation des deux côtés par d'autres, donc ça serait une des variétés stables. C'est celle qui a la tangence en ce point-là. Mais donc, si on n'était pas la variété stable d'une de ces orbites périodiques, ce n'est pas n'importe quelle orbite périodique, c'est celles qui sont données par cette proposition. Donc on aurait par la proposition une accumulation des deux côtés par d'autres variétés stables de K. Et donc, j'aurais automatiquement des intersections ici, qui sont des intersections transverses homoclines, et donc qui correspondent à des orbites qui sont proches de Q, mais distinctes de Q, et qui se trouvent donc dans l'ensemble maximal invariant de U union V. Donc le lambda F ne serait pas réduit à K union l'orbite de Q. On aurait d'autres orbites au voisinage de l'orbite de Q qui restent dans le voisinage U union V, et donc on n'aurait pas cette hypothèse d'être localement maximal. Donc effectivement, dans ce cadre où j'avais vraiment un ensemble basique, c'est automatiquement entre des orbites périodiques que la tangence quadratique se passe, parce que c'est la première tangence, enfin c'est une tangence qui, je peux en quelque sorte séparer, perturber légèrement pour qu'il n'y ait plus du tout d'intersection, alors qu'évidemment dans cette situation je ne peux pas. L'autre remarque concernant les valeurs propres, puisque j'avais dit des bêtises au démarrage sur les valeurs propres, c'est que dans cette situation, enfin ou dans celle-là en quelque sorte, vous voyez que si vous avez un ensemble de Cantor, vous vous rappelez qu'on avait parlé d'ensemble de Cantor dynamique contenu dans la droite réelle, eh bien, quand j'ai un point périodique dans l'ensemble de Cantor, donc, qui correspond à une application dilatante, eh bien, si le point périodique en question n'est pas accumulé des deux côtés par l'ensemble de Cantor lui-même, automatiquement, la valeur propre associée par l'application dilatante est forcément strictement positive, puisque, bien sûr, c'est un ensemble de Cantor, donc c'est accumulé d'un côté. Si la valeur propre correspondante est négative, les deux côtés sont échangés par la dynamique, et donc ça serait automatiquement accumulé des deux côtés. Donc, en revenant ici, on peut conclure aussi que les valeurs propres, toujours dans la proposition, instables, donc c'est celles qui sont associées à la variété instable qui est de dimension 1. Les valeurs propres instables des pays sont strictement plus grandes que 1. Dans le sens, elles sont positives, préservent l'orientation, elles ne sont pas plus petites que moins 1. Bon, étant instables, elles sont plus grandes que 1 en valeur absolue. Le point, c'est qu'elles sont, le signe est positif. Donc disons que c'était ça auquel je pensais quand j'en ai parlé, mais ceci est valable dans le cas d'un ensemble basique infini. Alors, si je reviens au cadre d'une bifurcation homocline simple, c'est-à-dire associée, disons, à un point fixe, j'ai plusieurs, donc je discute rapidement. Donc voilà mon point fixe. Donc, ici, j'ai plus d'ensemble basique, j'ai juste un point fixe. Et puis, donc, une tangence quadratique, donc je vais la dessiner symboliquement ici, en Q. Et puis, donc, ici, j'ai la variété stable, ici, la variété instable. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Je vais rapidement
expliquer. Alors, je vais d'abord considérer la situation. Alors, il y a une valeur propre stable que j'appelle lambda, une valeur propre instable que j'appelle mu. Et je vais d'abord considérer la situation où les valeurs propres sont toutes les deux positives. D'accord ? Alors, dans cette situation, il faut que, pour pouvoir complètement discuter cette situation, il faut que je dise, donc ici j'ai la variété stable, ici la variété instable, mais je veux dire, j'ai volontairement mis des pointillés ici parce que je ne prétends pas dire comment ça se connecte. Hein. Donc il faut savoir en quelque sorte comment je vais dessiner les itérations positives de Q par ici et les itérations négatives de Q par ici. Alors il y a 4 situations dont 2 sont symétriques l'une de l'autre. Alors voilà une première, alors je vais faire premier dessin. Alors la question chaque fois, et je regarde lambda, hein, qui est P, le point P tout seul, qui joue le rôle de l'ensemble basique là-bas, hein, union l'orbite de Q. Et je me posais la question, hein, je faisais l'hypothèse en fait, mais je voulais savoir ce que cette hypothèse implique. Hein, je faisais l'hypothèse que ce lambda est localement maximal. Donc je pose, disons ici, la question. Alors ici, donc, j'ai pris aussi bien lambda et mu positif. Alors si je dessine, donc, ici, donc ça serait une itération. Je ne vais pas trop écrire sur la figure parce que ce sera illisible, mais ça, c'est une itération positive de Q, ça, c'est une itération négative, et puis ensuite, bien sûr, ça s'accumule. Donc si je regarde une itération plus loin, on va voir quelque chose comme ça. Alors cette situation, dans cette situation, lambda est localement maximal. Il n'y a pas besoin d'informations supplémentaires. Hein. La raison est essentiellement que c'est juste de la combinatoire, en quelque sorte. Hein. L'orbite de Q, elle s'accumule par ici, de ce côté-là et pas de ce côté-là. De la même façon, elle s'accumule de ce côté-là, mais pas de ce côté-là. Hein. Or, si vous vous trouvez dans cette région, vous allez vous diriger... attendez, oui, je ne me trompe pas. Non, il faut le faire en arrière, c'est ça. Dans cette région, vous allez ensuite, ça va correspondre ensuite à cette région. Hein, et puis ensuite, par cette région, donc vous allez vous échapper par ici. Hein, et en s'échappant par ici, vous sortez du voisinage de P union l'orbite de Q. Vous avez un voisinage de P, mais l'orbite de Q, elle est seulement de ce côté-là. Donc par ici, vous allez sortir du voisinage. De la même façon, hein, si vous êtes de ce côté-là, vous allez vous retrouver ici. Et vous échappez par là, et de ce côté-là, il n'y a pas du tout de morceau de l'orbite de Q. Hein. Si vous êtes entre les deux, c'est la même chose. Hein. En fait, entre les deux, c'est bon aussi bien dans le futur que dans le passé. Bon, par exemple, dans le futur, hein, vous vous retrouvez là, et de nouveau, vous allez par là, et aucune chance donc de rester dans un voisinage de P union l'orbite de lambda. Voilà, donc dans ce cas-là, c'est clairement, sans analyse ultérieure, clairement localement maximal. Mais il y a plusieurs autres dessins possibles. Hein. Donc, je les fais. Alors, je vais maintenant donner un dessin où c'est clairement pas localement maximal. C'est si, au contraire, vous avez ce dessin-là ici et ce dessin-là ici. Hein, je les ai mis de l'autre côté par rapport à ce dessin-là. C'est parfaitement, a priori, possible, sauf que dans ce cas-là, ça ne sera jamais localement maximal, puisqu'en itérant ceci, vous allez avoir quelque chose comme ça, en itérant ceci, quelque chose comme ça. Bien sûr, il faut itérer positivement ici et négativement pour celui-là, et vous allez donc avoir des intersections homoclines transverses, hein, entre la variété stable et la variété instable. Or, ceci, donc, ça veut dire de nouvelles orbites. C'est facile de voir que si vous itérez suffisamment ici et ici, ces orbites seront effectivement, étant donné un voisinage de P union l'orbite de Q, vous produirez comme ça des orbites qui se trouvent dans ce voisinage, et donc lambda n'est pas localement maximal dans ce cas-là. Alors il y a un troisième cas. Hein, alors, en fait, il y aurait deux cas, mais qui sont symétriques l'une de l'autre, quitte à remplacer
f par f-1. Hein. Donc, que je ne me trompe pas, là, cette fois-ci. Alors, c'est le cas où j'ai effectivement ceci. Donc, de ce point de vue-là, c'est comme ceci. Mais par contre, ici, je mets quelque chose ici. Alors, c'est toujours avec des valeurs propres, lambda comme ceci. Alors là, on ne peut pas conclure si facilement. Hein. On peut conclure que certaines orbites vont certainement s'échapper. Hein. Donc, typiquement, de nouveau, hein, je suis toujours... Enfin, dans tous les cas, l'orbite de Q ne s'accumule, enfin, ne se trouve située que dans la moitié de la variété stable ici et la moitié de la variété instable ici. Donc, ces parties, ces demi-branches, enfin ces branches de variété stable et instable, ne contiennent pas de point de l'orbite de Q. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, hein? Là, il faut analyser un peu plus et utiliser de nouveau un petit peu les calculs que j'avais présentés au moment, enfin, où on se ramène en quelque sorte enfin, à l'application de Hénon. Hein. Donc, alors, on essaye de calculer un petit peu ce qui se passe. Donc la réponse ici, c'est ni oui ni non. Enfin, je veux dire, c'est pas tout, ça dépend d'autres considérations. Hein. Pardon, c'est pas ici que je veux le mettre. Hein. On cherche à comprendre une application de retour, donc qui envoie cette région sur cette région ici. Hein. Et puis ensuite, j'utilise vraiment l'orbite, enfin l'hyperbolicité du point P pour itérer comme ceci. Donc j'ai un nombre fini d'itérations ici et un grand nombre d'itérations. Un nombre borné d'itérations ici, puis un grand nombre d'itérations ici. On avait déjà fait le dessin dans ce cas-là. Donc, c'est une question de signe, hein, comme vous voyez, entre les différents cas. Et il faut regarder, en quelque sorte, dans quels paramètres on tombe pour l'application de Hénon, puisqu'on avait vu que l'application de Hénon, pour certains paramètres, il n'y a pas du tout d'orbite bornée. Hein, pour d'autres paramètres, au contraire, on a des fers à cheval et des choses comme ça. Donc, c'est une question de savoir quels paramètres de l'application de Hénon surgissent dans ce cas-là. Alors, je ne vais pas faire les calculs comme ça au tableau. Hein, je vous donne juste le résultat. Dans ce cadre-là, hein, donc si lambda mu, c'est le jacobien au point P, hein, c'est qui joue le rôle, enfin, qui est en gros, le jacobien de l'application de Hénon, le paramètre B de l'application de Hénon, ça va être le jacobien au point P, puissance le nombre d'itérations, modifié par une constante, mais qui est indépendante du nombre d'itérations. Donc, alors, je ne fais pas le cas limite qui est lambda mu égale 1, mais en tout cas, si lambda mu est plus petit que 1, alors que je ne me trompe pas, oui, alors lambda est localement maximal. Le lambda, là, qui est donc P union l'orbite de Q. Tandis que si lambda mu est plus grand que 1, hein, lambda n'est pas localement maximal. Donc ici, c'est parce que l'application de Hénon, l'application de retour en quelque sorte, n'a pas d'orbite bornée, enfin d'orbite qui reste dans la région considérée, hein, n'est pas localement maximale. J'imagine que je n'ai pas vérifié que lambda mu égale 1, il faut d'autres considérations encore. Enfin, il faut aller faire une analyse plus fine, mais enfin, c'est un cas de codimension 1 qui m'intéresse de façon modérée. Juste pour conclure, j'ai pour le moment seulement traité le cas ici. Alors, il y a un cas intermédiaire où le jacobien serait négatif, donc une valeur propre serait positive, l'autre négative, que je ne vais pas, enfin, qui permet on se ramène essentiellement à ce cas-là. Hein. Mais pour terminer sur l'autre cas préservant l'orientation, donc ce serait le cas où les deux valeurs propres sont négatives, donc mu est plus petit que moins 1, plus petit que lambda, plus petit que 0. Hein. Alors dans ce cas-là, de nouveau, je veux éviter que les paraboles que je vais commencer à dessiner, alors je vais commencer à en dessiner, non là il faut que si je dessine au hasard, je vais me planter, donc voilà. Donc, j'en dessine une ici, disons, enfin, une ici. Alors maintenant, comme les deux valeurs propres sont négatives, l'image d'une parabole comme ceci, alors l'image inverse, parce que j'ai mis ici une variété instable, l'image inverse,
va se trouver peut-être quelque part comme ça. Les deux valeurs propres sont négatives. Donc d'une part, ça se trouve de l'autre côté du point fixe, hein, et d'autre part, ça se trouve de l'autre côté de la variété instable. De la même façon, l'image de celle-ci, hein, va se trouver par ici. Et puis Jter, disons que la seconde image se trouverait par ici, de nouveau. Si j'itère deux fois, bien sûr, je prends les carrés des valeurs propres et je retombe dans un des cas antérieurs, sauf que maintenant, ça va s'accumuler des deux côtés à la fois. Hein. Donc j'itère une fois l'un des 5 sommets. Alors, là, en fait, ça ne sera pas localement maximal. Lambda. Hein. Lambda n'est pas localement maximal. Et la raison est la suivante. Donc je vais donner un nom à la région qui, petit a, c'est la région qui est ici, donc, dont l'image se trouve maintenant ici, aux deuxième itération, puis ici à la troisième itération, etc. Et puis, petit b, c'est la région qui est de l'autre côté. Alors quand je prends, après avoir itéré un nombre fini de fois ce qui se passe ici, hein, petit a se retrouve ici, puisque ça c'est la variété stable, c'est celle-là, la variété stable, et petit b se retrouve ici. Hein, et donc ici, A, B, non, A, non, par contre je me suis trompé ici, A, B, pardon, et AB. Hein. Donc vous voyez qu'en fait on a, si on considère la région petit a, on a vraiment la situation qu'on a considérée ici, quand je dis 1, petit a qui était ici et ici, c'était bien ça, je veux dire cette région-là, elle est bien sur celle-là. D'accord? Alors, on avait cette subdivision, mais en fait, si vous devez, non seulement maintenant par rapport à la situation qui se trouvait ici, hein, ce que j'appelais petit b là-bas, petit b, par contre, c'était sans danger, parce que quand je revenais en arrière, hein, on allait se trouver... oui, non, c'est pas comme ça. Enfin, je veux dire, petit b n'avait pas de récurrence dans ce dessin-là, tandis qu'ici, on doit faire aussi attention à petit b, parce que si vous regardez juste la région petit b, elle se trouve dans la même situation que la région petit a. Or, si je veux éviter d'avoir des orbites dans la région petit a, je vais devoir, alors je me trompe peut-être en inversant, oui, petit a, je vais devoir demander que lambda mu soit plus petit que 1, c'est positif, donc ça. Hein, tandis que si je regarde la région petit b, il faut que j'inverse le futur et le passé, hein, et donc le lambda mu plus petit que 1 devient lambda mu plus grand que 1. Donc comme on ne peut pas avoir les deux à la fois, bien sûr, hein, au total, lambda, je vais pouvoir trouver des orbites, hein, soit dans petit a, soit dans petit b, hein, des orbites proches de lambda, et donc ça veut dire que lambda n'est pas localement maximal. Donc il y a bien une relation, en quelque sorte, entre la positivité des valeurs propres et la discussion sur la condition de maximalité locale pour lambda, mais elle est beaucoup plus compliquée que celle que j'avais mentionnée. Voilà. Donc je voulais simplement corriger, enfin plutôt compléter, puisque je m'étais arrêté cette discussion. Et je reviens maintenant au cadre où je me suis placé. Donc, qui est en fait, de ce point de vue, enfin, il n'y a pas de discussion sur les valeurs propres que je vais considérer sont automatiquement positives, parce que maintenant, je me trouve dans un ensemble basique infini, et donc, les variétés stables sont accumulées au moins d'un côté. OK. Donc, je reviens. Il va revenir, oui. Donc j'ai supposé que c'était localement maximal. Alors ce que je veux, donc, c'est discuter ce qui se passe lorsque je perturbe f en un difféomorphisme G. Hein, je veux de nouveau regarder l'ensemble maximal invariant dans le même ouvert U union V et essayer de comprendre à quoi ressemble lambda G. Alors, il y a une partie de la discussion qui est tout à fait parallèle à celle qu'on a eue lorsque K était simplement, enfin, lorsque j'avais simplement un point fixe et pas un ensemble basique. Hein, alors, d'abord,
j'ai de la même façon qu'un point fixe hyperbolique, pour un difféomorphisme proche, il y a une continuation du point fixe. On a un point fixe qui continue à être hyperbolique pour G. J'ai de la même façon, ça c'était une des propriétés fondamentales des ensembles hyperboliques, j'ai une propriété de continuation hyperbolique qui fait que l'ensemble maximal invariant dans V, parce qu'il est hyperbolique, va pouvoir être poursuivi de façon continue en un ensemble toujours hyperbolique, toujours basique, que j'appelle maintenant K indice G. C'est juste une déformation, si vous voulez, une déformation de l'ensemble basique initial KF en un ensemble légèrement perturbé KG. La dynamique est la même, c'est-à-dire topologiquement conjuguée. La dynamique de G sur KG est la même que celle de F sur KF. Alors, donc l'autre chose, c'est le dessin que j'avais ici. À cause de la proposition qui est ici, l'hypothèse que lambda est localement maximal, non, je n'ai peut-être pas besoin parce que j'ai un dessin juste après. Bon, attendez, je vais l'annoncer un peu plus tard, alors je suis désolé. Donc je vais plutôt faire un dessin au tableau. Donc, supposez que j'ai perturbé, donc je suis au voisinage de Q. Q est quelque part par là, j'ai fait un gros agrandissement, j'ai perturbé F en G, perturbé de façon à ce que, ici, l'intersection soit non triviale. Alors, pour que le lambda initial soit localement maximal, il faut que la variété, disons, instable qui est ici, soit accumulée de ce côté-là. C'est la seule façon, enfin, je veux dire, il faudrait retirer, et de la même façon que la variété stable qui est ici soit accumulée de ce côté-là. Je ne peux pas, si j'avais une intersection de l'autre côté, soit pour celle-là, soit pour l'autre, j'aurais automatiquement des intersections homoclines transverses déjà pour F, et ça produirait des orbites qui sont arbitrairement proches de l'ensemble lambda F. Donc, j'ai fait l'hypothèse que ce n'était pas le cas. Et donc, on a une accumulation de ce côté-là, mais du coup, un petit argument élémentaire vous dit que les seules orbites, même après perturbation, les seules orbites qui peuvent rester au voisinage de l'ensemble lambda initial, c'est-à-dire rester dans U union V, sont des orbites qui se trouvent dans cette région de lenticulaire, dont les bords sont les variétés stables et instables, qui, lorsque je suis en F, ont une tangence quadratique. Et donc, ça veut dire, si vous avez, disons, quelque chose comme ça, ça c'est une des composantes de l'ouvert U. Je veux dire, U, il me faut plusieurs composantes pour couvrir toute l'orbite de Q, mais ici, j'ai juste donc, un voisinage de Q lui-même que je considère ici. Eh bien, vous voyez que l'ensemble susceptible de contenir des orbites restant dans U union V est dans cette région lenticulaire qui est compacte à l'intérieur de U. Elle ne va pas jusqu'au bord de U. Et donc, c'est ce que j'ai écrit en rouge, une partie compacte de U union V. Et donc, au total, c'est automatiquement, une fois qu'elle est compacte, je veux dire, c'est une partie fermée, malgré que union V soit ouvert. J'ai pris l'ensemble maximal invariant dans union V qui est ouvert, mais cet ensemble maximal invariant est automatiquement fermé. Bien sûr, j'ai un variant puisque, à cause de l'écriture. Et donc, ce que je veux comprendre, c'est, a priori, aussi bien la géométrie de cet ensemble que sa dynamique. Pour la plupart des difféomorphismes G proches de U. On avait déjà vu que même dans le cas le plus élémentaire, où K est simplement un point périodique, à cause en particulier du phénomène de Newhouse, une infinité de puits, il n'est pas raisonnable de vouloir décrire la dynamique ou la géométrie pour tous les difféomorphismes. Il faut se contenter de considérer la plupart. Et la plupart, je vous rappelle, ça veut dire des ensembles qui, quand on les coupe par une famille à un paramètre, correspondent à des ensembles de densité totale, c'est-à-dire dont la mesure relative, lorsqu'on se rapproche du difféomorphisme initial, tend vers 1, lorsque la taille tend vers 0. Alors, donc, c'est un dessin qu'on a déjà vu. Voilà F, le difféomorphisme dont je suis parti. U, c'est un voisinage dans l'espace des difféomorphismes. Évidemment, c'est un dessin symbolique, c'est en dimension infinie.
Alors, donc ici, j'ai une hypersurface U0 de codimension 1. Hein, c'est celle qui correspond, c'est celle où la tangence quadratique Q entre les variétés stables et instables de P va se maintenir. Hein. Donc, essentiellement, quand je suis sur U0, j'ai la même situation que pour F. Hein. Ici, je ne considère bien sûr que la dynamique à l'intérieur de l'ensemble U union V. Hein. Je ne parle pas de ce qui peut se passer loin. Donc, du point de vue le semi-local, disons, j'ai la même dynamique que pour F. Puis ensuite, j'ai donc cette hypersurface de codimension 1 va séparer localement le voisinage de U de petit f, hein, en deux parties. Une partie U- qui va être la partie triviale où les deux morceaux de variété stable et instable ne s'intersectent plus au voisinage de Q, et puis une partie U+, où au contraire, j'ai déployé la tangence quadratique pour créer deux intersections transverses entre les variétés stables et instables en question. Alors, c'est la même analyse, encore une fois, que pour les bifurcations homoclines simples correspondant à des points fixes. Lorsque je suis dans U-, eh bien, donc cette région lenticulaire est vide. Hein, c'est ce qui se passe. Je veux dire, je n'ai pas d'intersection. La région lenticulaire est vide. Et donc, je ne peux pas passer en fait, dans U. Bien sûr, j'ai toujours l'ensemble basique K indice G. Hein, et en fait, il n'y a pas d'autre orbite dans U union V hein, que cet ensemble basique K indice G. De la même façon, lorsqu'on est dans U0, hein, c'est comme la situation initiale de F, comme je l'ai dit, et donc l'ensemble lambda G, l'ensemble maximal invariant, c'est simplement l'union de l'ensemble basique et de l'orbite du point de tangence quadratique correspondant, qui est, si vous voulez, la continuation de Q, bon, la continuation qui n'existe bien sûr que sur l'hypersurface, hein, puisque c'est comme ça que l'hypersurface a été définie. Hein. Alors, bon... Tout ça pour dire, pour le moment, ça ne dit pas grand-chose, que la situation de U+, comme c'était le cas dans le cas plus simple d'une orbite périodique, hein, dans U+, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'à ce moment-là, effectivement, la région lenticulaire au tableau, mais je crois qu'il apparaît dans le slide suivant, hein, va être non triviale. Il y a tout plein, vous voyez déjà tout plein d'intersections entre le feuilletage, enfin l'élimination stable de K et l'élimination instable de K. Et donc, toutes ces intersections vont fournir des orbites dans lambda, et a priori, il y a encore beaucoup d'autres orbites. Enfin, il y a déjà celle-là, et a priori, on peut voir des tangences dans cette région hein, qui vont compliquer les choses. Donc, à ce moment-là, le lambda ne peut pas être hyperbolique. Alors, voilà le dessin, justement. Hein. Donc, maintenant, je suis dans U+. Hein, je ne suis plus en F, je suis dans U+. Donc, en quelque sorte, la tangence initiale, on a bougé un petit peu de façon... donc, initialement, voilà, c'est les variétés extrêmes, celle-là hein, et celle-là ici, hein, qui avaient une tangence en F. Et puis maintenant, je suis un petit peu rentré dans... J'ai fait un gros agrandissement, bien sûr, mais je suis un petit peu rentré dans U+. Et donc, il y a en quelque sorte toute une... ligne ici, que j'ai mis en pointillé, qui n'est pas parfaitement bien définie, mais enfin, ce n'est pas très grave pour ce que je veux dire. Hein, toute cette ligne qui est susceptible de contenir des tangences entre le feuilletage stable de K et le feuilletage instable de K. Alors, il y a une première série de résultats, justement, qui, en quelque sorte, s'occupent des tangences et, disons, disent ce qui se passe quand il n'y a pas de tangence. Hein. Alors, avant de les énoncer, hein, je vais noter grand N pour être un peu précis. Donc c'est un entier, l'orbite de Q. Hein. Q était un point homocline, donc qui s'accumulait aussi bien dans le passé que dans le futur sur le point P, qui lui est une partie de K. Donc pour les temps grands, aussi bien dans le passé que dans le futur, l'orbite de Q elle est contenue dans V en fait. V c'est ce voisinage de K hein, dans lequel K est l'ensemble maximal invariant. Donc pour les grandes valeurs de petit n, aussi bien positives que négatives, hein, l'orbite de Q est contenue dans V. Mais par contre, j'ai besoin de l'ouvert U que j'ai mentionné pour couvrir hein, les temps entre moins grand N et plus grand N. Alors, je définis donc ici, c'est pour être précis, parce que je ne vais pas, comme la dynamique va être très compliquée, je ne comprends pas du tout l'ensemble de la variété stable de Kg ou l'ensemble de la variété instable de Kg. Hein, donc je me contente ici de regarder,
enfin je veux dire une partie, bon que je note comme ça, mais enfin, une partie donc, qui est de regarder les points qui en temps positif, hein, mais positif supérieur à n, se trouvent dans V. Ça me permet, en fait, à cause de l'hypothèse qui est juste au-dessus, enfin de la définition de grand N, enfin la définition, la propriété de grand N qui est ici, hein, ça me permet d'avoir ces feuilletages par ici. Je veux dire, au départ, j'ai envie de dire, au départ, je connais la dynamique dans grand V. Dans grand V, hein, j'ai l'ensemble basique grand K, j'ai les feuilletages stables et instables qui sont gentils, etc. Alors, mais petit q, hein, le point de tangente quadratique, n'est pas contenu dans grand V. Donc il faut que je ramène les feuilletages stables et instables, enfin je l'ai déjà utilisé plusieurs fois sans le dire, hein, au voisinage de q, et je le fais par itération, en fait par n itérations, positives pour le feuilletage instable et négatives pour le feuilletage stable. Voilà. Alors maintenant, donc là, j'ai encore des feuilletages qui sont sous contrôle parce que par rapport à ce qui se passait dans grand V, j'ai itéré un nombre fini de fois. Je n'ai pas été gêné par la dynamique beaucoup plus compliquée qui va se placer dans lambda G. Alors, donc j'ai des laminations, hein, qui sont transversalement des ensembles de Cantor, hein, donc des feuilletages partiels, si vous voulez, mais qui transversalement correspondent seulement à un ensemble de Cantor. Alors, une propriété que j'avais mentionnée déjà, ça fait un certain temps, hein, non pas si longtemps que ça d'ailleurs, c'est que parce qu'on est en codimension 1, c'est la même hypothèse en général, mais ici je vais l'utiliser aussi bien pour les feuilletages stables et instables, donc j'ai besoin d'être en dimension 2. Parce qu'on est en dimension 2, eh bien, les applications de l'ONUMI, aussi bien pour cette animation que pour celle-là, hein, sont régulières, enfin, c'est-à-dire qu'elles sont de classe CR, avec un certain R qui est plus grand que 1, qui ne dépend que du diffeomorphisme petit f initial. Hein. Donc là, c'est quelque chose qui serait faux si je considérais des choses en dimension plus grande. Hein. En général, les applications transversales pour ces feuilletages stables ou instables n'ont pas cette régularité, mais en codimension 1, c'est-à-dire là, dimension 2, donc codimension 1 aussi bien pour le feuilletage stable que pour le feuilletage instable, on a cette régularité. J'avais déjà utilisé ça au moment des applications du formalisme thermodynamique, des opérateurs de transfert, justement pour calculer, pour montrer que ces dimensions dépendent correctement des paramètres. Hein. Alors oui, justement, excusez-moi, les dimensions, j'ai oublié de passer. Donc le fait que les applications de l'ONUMI soient de classe R avec R plus grand que 1, R lipschitien aurait suffi. Enfin, je veux dire, la classe, j'ai besoin d'une régularité, disons par exemple lipschittienne, hein, mais enfin, c'est R évidemment avec R plus grand que 1, c'est encore mieux. Hein, eh bien, ça veut dire que quand je coupe ces feuilletages stables ou instables par une transversale et que je regarde l'ensemble d'intersections, eh j'obtiens un ensemble de Cantor sur la droite et la dimension de Hausdorff de cet ensemble de Cantor ne dépend pas de la transversale que j'ai choisie. Donc je peux bien parler de la dimension de Hausdorff transverse, hein, de ces deux feuilletages et je les appelle respectivement ds et du. Hein. Alors j'avais montré donc qu'en fait ça dépend même, si on le fait bien, ça dépend même analytiquement des paramètres, mais enfin ici continuement sera largement suffisant. Hein, donc j'ai ces dimensions. Donc, en fait, je vais me référer toujours à ds, du. Bon, en fait, c'est des fonctions de G. Hein, c'est des fonctions de G, mais ce qui va m'intéresser, c'est essentiellement les valeurs initiales de ds, du, les valeurs pour f, avant même perturbation. Pour G, ça sera ds, du seront très proches des valeurs pour f. Alors, en fait, on peut vérifier qu'ici, la somme ds du a une interprétation qui est la dimension de Hausdorff de l'ensemble basique tout entier. C'est une sorte de, enfin, je veux dire, quelque chose d'intuitif, mais qui n'est pas toujours vérifié sur les dimensions. C'est que quand vous faites un produit, eh bien, vous vous attendez effectivement, et localement, K, c'est un ensemble basique, donc il y a une structure de produit local. Hein, donc, quand vous faites un produit, la dimension de Hausdorff du produit, enfin, la dimension du produit, disons que la conjecture raisonnable, c'est que c'est la somme des dimensions. Encore une fois, ce n'est pas vrai dans une généralité trop grande, hein, mais en l'occurrence, dans cette situation, effectivement, la somme ds plus du, c'est bien la dimension de Hausdorff de K. Alors,
comme je l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs je l'ai déjà dit une fois, l'ensemble lambda G il contient de ces intersections. Hein. Je regarde les intersections dans U de ces deux feuilletages. Donc c'est effectivement les intersections que je vois dans cette région lenticulaire qui est ici. Alors ça veut dire bien sûr que si j'ai une tangence dans cette région, hein, eh bien c'est une obstruction à l'hyperbolicité de lambda G. Hein. Donc il faut pour commencer que j'évite les tangences, hein, pour espérer peut-être que lambda G soit uniformément hyperbolique. Alors la question c'est, est-ce que c'est uniformément hyperbolique? Donc la réponse c'est, ça dépend. Hein, ça dépend essentiellement de la somme des dimensions ds plus du, qui est, je vous rappelle, la dimension de l'ensemble basique K. Alors il y a un premier théorème dû à Pallis et Takens, hein, et donc qui dit la chose suivante, qui, quand l'ensemble basique, alors un ensemble basique, de façon générale, ds varie entre 0 et 1, strictement, hein, dans l'intervalle ouvert 0,1, puisque un ensemble dynamiquement défini, comme c'est le cas de ds, hein, je veux dire, il est forcément de dimension, sur la droite réelle, forcément de dimension entre 0 et 1, strictement. De la même façon pour du. Donc ds plus du, a priori, peut être de dimension comprise entre 0 et 2, hein, et c'est très facile de construire des exemples prenant toutes les valeurs, enfin je veux dire, pour chaque nombre entre 0 et 2, hein, chaque nombre d entre 0 et 2, et même pour chaque paire ds du qui est dans 0, 1 ouvert au carré, hein, de construire un ensemble basique qui a ces dimensions de Hausdorff transverse prescrites. Hein. Donc tout est possible a priori, et donc là ça représente en gros la moitié des cas, puisque a priori ds plus du c'est entre 0 et 2. Hein. Donc dans le cas où la dimension est plutôt petite, hein, en tout cas plus petite que la moitié de la dimension maximale, hein, alors on a une conclusion très satisfaisante, hein, parce qu'en fait dans ce cas-là on n'aura pas de tangence, et même mieux, donc je n'ai pas mis qu'on n'a pas de tangence, mais je viens de dire avant que quand on a des tangences, lambda G ne peut pas être uniformément hyperbolique. Or ici, donc dans ce cas-là, hein, ce que vous pouvez conclure que l'ensemble lambda G, l'ensemble maximal invariant dans U union V, est en fait un ensemble basique, donc en particulier donc uniformément hyperbolique, hein, avec densité totale dans U+. Donc densité totale, je vous rappelle, hein, ça veut dire que quand vous prenez une famille à un paramètre transverse à U0, hein, paramètre T qui s'annule en U0, eh bien dans U+, donc dans les paramètres dans 0 epsilon, la mesure relative, hein, des paramètres qui auront cette propriété, que lambda G est un ensemble basique, hein, la mesure relative dans 0 epsilon tend vers 1 lorsque epsilon tend vers 0. Donc voilà un premier théorème. Alors dans l'autre sens, j'introduis juste la notation T, hein, c'est l'ensemble des G pour lequel vous avez cette tangence. Donc dans ce dessin-là, dans la figure qui est ici, hein, il y a effectivement une tangence, hein, entre une variété stable et une variété instable. Je ne précise pas lesquelles, hein, je dis simplement qu'il existe une tangence ici. Hein. Donc, et puis j'appelle G l'ensemble des paramètres correspondants. Donc vous voyez que G, je ne vais pas le dessiner correctement, mais vous avez en quelque sorte un premier paramètre, un point XS, et un point XU ici. Je veux dire, c'est juste une notation pour indexer les différentes feuilles que je vois ici. Hein. Et donc, si je reviens au dessin que j'avais avec U0, U- et U+, hein, alors, ça c'était, donc je vais l'appeler T, alors ça c'était P, S, disons, c'était le point fixe, et ici PU. Donc, par définition, le U0, cette hypersurface, c'est précisément, hein, le lieu dans l'espace des diffeomorphismes où les variétés stables et instables étaient tangentes. Hein, donc voilà, une première feuille. Et maintenant, chaque fois que je prends une des feuilles XS et une des feuilles XU, eh bien, je vais obtenir une hypersurface de la même façon, c'est le même argument, hein, qui se trouve bien sûr complètement contenu dans U+, puisqu'ici il n'y a pas d'intersection possible. Hein, voilà une autre feuille. Hein. Mais alors attention, parce que quand je prends une autre paire YQ, il est parfaitement possible. J'exagère un petit peu en faisant le dessin,
parce que ces hypersurfaces sont plus ou moins parallèles à U0, hein, mais il est parfaitement possible que l'hypersurface suivante, ici, hein, rencontre la précédente, hein, mais ne coïncide pas. Simplement, ça veut dire que quand j'ai un difféomorphisme ici, eh bien, j'ai à la fois une tangence entre XS et XU, et aussi une tangence entre YS. Alors, il ne faut pas que je le mette n'importe où. Oui, enfin bon, j'y arriverai jamais. Je n'ai pas mis assez de feuilles, mais enfin, je peux avoir simultanément, quand on regarde le dessin ici, une tangence entre deux paires, une paire XS XU et une autre avec une paire YS YQ. Donc c'est parfaitement possible. Et puis, je dois faire varier ici KS dans un ensemble de Cantor, XS dans un ensemble de Cantor, XU dans un autre ensemble de Cantor. Hein, et donc, je vais avoir une superposition. Enfin, bon. Donc, ce n'est pas un feuilletage. J'ai tout plein d'hypersurfaces qui passent, mais ces hypersurfaces, une pour chaque paire XS, XU, mais a priori, ces hypersurfaces s'intersectent. Hein. Et la question est un peu, est-ce qu'il reste quelque chose quand j'ai dessiné ça? Est-ce qu'il y a des trous, en quelque sorte? Est-ce que les trous représentent une proportion importante ou pas de U+. Alors, donc il y a un théorème qui complète, enfin qui va dans une autre direction plutôt, celui de Pallis-Takens, et qui est dû à Morera et moi-même. Hein, donc on se place dans l'autre situation, ds plus du plus grand que 1, donc c'est au contraire quand l'ensemble basique est plutôt gros. Eh bien, donc avec densité totale dans U+, donc toujours la même propriété hein, de mesure relative grande. Alors on a deux situations. Une qui est en gros la même qu'ici. J'aurais pu dire probablement d'ailleurs aussi que lambda G était un ensemble basique. J'ai simplement voulu insister sur le fait que ensemble basique veut dire que ces deux feuilletages vont être transverses, enfin ces deux laminations vont être transverses au voisinage de Q. Donc je n'ai pas du tout d'intersection ici, pas du tout de tangence, pardon. J'ai des intersections, mais toutes les intersections que je vois sont transverses et j'ai donc pas de tangence. Hein, soit, au contraire, j'ai des tangences, et c'est même des tangences, enfin je veux dire, et je ne peux pas, par perturbation, hein, je veux dire, il faut, si j'essaye, évidemment, ce n'est pas possible de dessiner, hein, mais j'ai une famille donc paramétrée par un produit d'ensemble de Cantor, hein, d'hypersurfaces comme ceci. Donc, ce qui se passe, c'est que je peux me trouver en un point, hein, donc qui, d'une part, correspond à une tangence. Donc, je me trouve sur l'une des courbes, et quelle que soit la perturbation que je fais de ce point, hein, je vais me retrouver, peut-être pas sur la même courbe, mais je vais me retrouver de toute façon sur une autre courbe. Donc, en d'autres termes, ces hypersurfaces, excusez-moi, ces hypersurfaces hein, vont remplir, localement ici, hein, vont remplir un ouvert dans cette région. Hein. Bien sûr, il y a suffisamment d'hypersurfaces pour que ça soit envisageable, hein, puisque, je veux dire, c'est une famille, c'est un ensemble qui a la puissance du continu. C'est assez raisonnable parce qu'en fait, si vous y pensez, XS et XU sont paramétrés, comme vous voyez ici, enfin XS et XU plutôt, appartiennent à un ensemble de Cantor qui correspond à l'ensemble transverse au feuilletage stable et transverse au feuilletage instable. Donc, moralement, la dimension de XS-XU, hein, c'est plus grand que 1, d'après l'hypothèse que ds plus du est plus grande que 1, au moins moralement. Et donc, comme j'ai maintenant un ensemble d'hypersurfaces paramétrées par un ensemble de dimensions plus grandes que 1, et que donc j'avais des hypersurfaces de codimension 1, il n'est pas du tout exclu, en tout cas, hein, que ces hypersurfaces remplissent effectivement complètement un ouvert. Voilà, donc, alors le point, bien sûr, par rapport au théorème de Pallis-Takens, bon, le premier cas ne peut pas être complètement exclu, hein, mais par contre, il n'est certainement pas de densité totale, c'est ce que dit le dernier point du théorème, hein, parce qu'en fait, donc le deuxième cas, je ne prétends pas non plus que le deuxième cas se produit avec densité totale. Je prétends qu'il faut l'union des deux cas se présente avec densité totale, hein, et celui-là, de toute façon, avec densité minorée. Hein, de nouveau, ça veut dire que dans les paramètres entre 0 et epsilon, il y a une proportion positive minorée par une certaine constante C,
de paramètres pour lesquels vous avez ces tangences persistantes, persistantes qu'on ne peut pas détruire puisque je vous trouvais dans l'intérieur de l'ensemble T. Voilà, donc, alors ça c'est la situation, enfin je veux dire cette paire de théorèmes, à part le cas ds plus du égale 1, qui de toute façon est un cas de codimension 1 que je n'ai pas envie de considérer, mais ça vous permet essentiellement de traiter les deux cas, enfin de traiter, pas complètement, ça vous donne une première réponse à ce qui se passe. Ici, ça vous donne une réponse raisonnablement complète, mais ici, par contre, la réponse n'est certainement pas complète. On va justement, la deuxième heure, je vais un peu discuter de cette situation, au moins partiellement. Mais il y a une situation plus extrême, en quelque sorte, donc qui correspond à une hypothèse plus forte que celle-là. C'est celle où, enfin celle qu'on avait déjà considérée, c'est celle où le produit des épaisseurs transversales, donc j'ai ces ensembles de Cantor, j'ai parlé transverses, les ensembles de Cantor transverses ici, j'ai parlé aujourd'hui de leur dimension de Hausdorff, mais j'avais parlé dans un cours précédent de leurs épaisseurs, et on avait vu qu'effectivement, dans le cas où le produit des épaisseurs est plus grand que 1, encore une fois une hypothèse qui est plus restrictive que celle-là, à ce moment-là, en fait, dans cette dichotomie, le premier cas est exclu. On avait forcément, une fois que vous vous trouvez dans U+, vous avez forcément une tangence, vous êtes forcément denté, c'est ce qui est écrit ici. L'ensemble de tangences, c'est précisément tout ce qui est au-dessus de U0. U0 et ce qui est au-dessus. Donc en fait, dans ce cas-là, les hypersurfaces qui sont ici remplissent complètement cet ouvert-là. Sous l'hypothèse plus faible, qui est celle du théorème de Morera et moi-même, vous ne pouvez pas conclure que ça remplit complètement, enfin c'est d'ailleurs faux, vous pouvez construire des exemples où vous allez remplir donc quelque chose de significatif, mais vous allez quand même laisser des trous dans U0 union U+, et donc des régions où il est effectivement possible que l'ensemble maximal invariant lambda G soit un ensemble basique. Mais encore une fois, ça ne sera jamais de densité totale. OK, alors je pense que c'est le moment de faire la pause, puisque ce que je veux faire dans la deuxième heure, et la dernière donc, c'est discuter. Ici, c'est de nouveau plutôt un résultat négatif. Je veux dire, un peu comme le... Enfin, négatif, ce n'est pas une critique, c'est juste pour dire, ça veut dire qu'il faut travailler plus. Ici, vous avez réalisé votre programme, vous avez pu conclure que lambda G était basique pour un ensemble de densité totale, donc vous vous estimez satisfait, puisqu'un ensemble basique, c'est un ensemble qui a une géométrie facile, en dimension 2, en tout cas, qui a une géométrie facile à comprendre. C'est en fait le même genre de géométrie de celui dont on est parti, structure de produit local, localement produite de deux ensembles de Cantor, et une dynamique uniformément hyperbolique parfaitement contrôlée. Par contre, ici, tout ce que vous avez dit, c'est que... Alors, bon, ce cas-là s'apparente à celui-là, mais ce qui est vraiment important, c'est le second. Le second, puisque dans ce cas-là, donc avec des tangences, dans ce cas-là, bien sûr, lambda G, pour le moment, vous n'avez aucune conclusion sur lambda G, sinon que lambda G ne peut pas être un ensemble basique, ce qui est effectivement une conclusion négative. Donc la deuxième heure, après la pause, je vais essayer de raconter quelques résultats partiels obtenus avec Pallis dans ce contexte-là, c'est-à-dire avec des dimensions plus grandes que 1, mais ça sera des résultats très partiels, comme vous le verrez.